Emmanuel Aubry, au colonel Aubry, parce qu'on va voir concrètement ce que ça donne la confiscation. Euh, Venez nous rejoindre et par contre, partageons son PowerPoint si vous le voulez bien. Pour le timing, parfait, Daniela. Et à attaquer le temps que ça se mette en place. Bonjour à toutes et à tous, hein, les auditeurs. Un remerciement évidemment appuyé à Fabrice Risoli pour son invitation et à son équipe, et puis aussi à Arnaud de la Guiche qui nous accueille ici dans les locaux de la Grâce. Voilà. Moi, je vais vous parler plutôt de saisie en fait, hein, puisque c'est quand même plutôt mon métier. Hein. La phase confiscation, je dirais que c'est la phase qui suit l'enquête. Hein, voilà, ensuite, la Grâce que prend la main sur l'aspect confiscation. Alors, je vais développer ma présentation en 3 temps. Vous parlez de l'évolution du dispositif national. Je ferai un petit focus sur les GIR, hein, naturellement, voilà, puisque je commande le GIR de Nantes depuis près de 3 ans. Et puis, un constat aussi sur l'évolution de cette délinquance lucrative, hein, qui gagne beaucoup d'argent, je dirais de plus en plus. Et terminer pour évoquer un peu la typologie des saisies qu'on peut rencontrer sur le terrain, voilà, avec quelques exemples plutôt, je dirais, sur des biens corporels matériels, puisque je n'ai pas de photos de compte bancaire ou d'assurance vie, c'est un peu compliqué. Alors, voilà, je voulais, en propos liminaire, voilà, la slide apparaît, parler un peu de cette évolution du dispositif, mais un peu dans mon vécu, moi, depuis 2009. Hein, en 2009, je me souviens, j'ai débuté à la section de recherche de Lille pour commander une division financière. Voilà, donc c'est un petit peu tout ce que j'ai vécu, mais je dirais l'histoire, elle commence avant, dès 1900, code pénal de 92, il y a déjà la possibilité de confisquer l'instrument et le produit. Il y avait aussi la notion de valeur qui était là. Mais il n'y avait pas franchement les outils pour saisir notamment les biens particuliers. La loi de 2007 a permis aussi de bien gonfler cet article socle du Code pénal, le 131-21. Mais je dirais que en 2010, avec la loi Warsmann de juillet, ça a été un peu un choc, je dirais une révolution. Moi, je l'ai ressenti comme ça. Euh, et d'ailleurs, c'est une loi moi, j'ai découvert presque par hasard au cours de l'été, je m'en souviens très bien, et qui a nous obligé, en fait, du jour au lendemain, à modifier notre pratique, puisque avant, sur les comptes bancaires, on envoyait de réquisition pour faire un blocage, et à partir du 10 juillet, il a fallu faire une saisie par magistrat. En plus, la première année, le dispositif n'était pas possible pour les EPJ. Et il y a eu ensuite une petite évolution qui nous a permis de faire des saisies, donc, par le biais de l'article 706-154. Voilà. Alors 2010, je dirais, c'est un petit peu cette loi socle qui permet de mettre en place ce qu'on appelle les saisies spéciales et d'aller notamment sécuriser ces saisies immobilières, d'assurance vie et de produits un peu spéciaux, je dirais au-delà de ce qu'on faisait c'est-à-dire la saisie des biens corporels, les véhicules, les espèces. Hein, voilà. La loi de 2013, je dirais, là, c'est aussi une belle évolution, et notamment, ce qui a beaucoup marqué les praticiens, c'est la création de cet article 324.1-1, qui notamment vient instaurer la présomption de blanchiment. Voilà. L'infraction de blanchiment général, 324.1. Et pour moi, vraiment, voilà, en matière pénale, on connaissait la notion de présomption, hein, la condamnation d'un gérant de fait, par exemple, etc. Mais je dirais, là, on met vraiment une première et belle pierre grâce à cette loi, et on avance sur l'infraction de blanchiment. Voilà, je pense que là, on est vraiment dans le thème de ce soir, et y compris dans l'exposé qui a été fait précédemment. Euh, alors, évidemment, je vais aussi vous parler de la dynamique qu'on a vu se construire, là, notamment avec la création de la Grâce, hein, par la loi de 2010, au départ au niveau central, et je me souviens des premiers qui étaient présents là, pour démarrer cette agence. Je dirais, voilà, c'était à mon avis un moment particulier dans l'histoire de l'agence. Et avec cette extension progressive et le développement des antennes, évidemment, nous, les enquêteurs, moi, je commande
agir de province, eh bien, c'est quand même bien agréable d'avoir des interlocuteurs proches de chez nous avec qui on peut gérer le quotidien. Cette dynamique aussi, elle se poursuit, et j'en dirai un petit mot juste après, avec aussi la création récemment de deux GIRS, une Mayotte et de Nîmes. Pourquoi j'en parle? Parce que voilà, ça veut bien dire qu'on avance. Ouais. Je pense qu'on avance, même si sur le plan juridique, je pense qu'il y a encore des choses à faire, et ça c'est certain. Donc, le dernier point que je voulais évoquer, pour moi, c'est la commission d'enquête sur le narcotrafic. Pourquoi j'en parle? Parce que ça n'avait pas été fait jusque-là, mais je pense qu'il y a une prise de conscience. Et pour moi, il y aura forcément un avant et un après. En tout cas, je l'espère. Je voulais quand même vous parler un peu des GIR, puisque voilà, j'ai servi dans deux GIR différents. Nous, les GIR, on a un peu les historiques. Hein, je dirais, on a 20 ans de pratique sur la saisie des avoirs criminels, avec, je dirais, on a pris ce virage de 2010. Hein, voilà, au départ, on était quand même essentiellement sur l'aspect matériel. Et la création des GIR, c'était aussi la volonté de donner un coup de pied dans la fourmilière par une approche différente. Et notamment, cette approche, c'est l'interministérialité. Et ça, moi, je pense que c'est vraiment ce qui fait notre force, puisque l'interministérialité, ça permet de prendre le problème dans toute sa dimension et tous les préjudices, que ce soit les préjudices, je dirais, pour la société, et puis aussi les victimes parfois de la délinquance organisée, et aussi le préjudice social, parce que ça, c'est un vrai préjudice pour la société. Donc, voilà, vraiment, 2002, ça a marqué un petit peu cette nouvelle approche. Et puis ensuite, voilà, on a eu des précisions. En 2010, un petit coup, notamment de boost, je dirais, où on a reposé un petit peu la réflexion sur ce que devaient être les GIR dans le sillage de la loi Warsmann de 2010. Et 2019, changement de dénomination, mais qui vient aussi marquer cet ancrage interministériel. Voilà, je pense que ça, c'est notre ADN, et on voit bien qu'au fil du temps, les GIR s'étoffent, puisque maintenant, on a de plus en plus de partenaires avec notamment l'URSSAF, l'assurance maladie, la CAF et autres. Voilà, je pense que c'est important d'associer tout le monde dans cette logique. Euh, alors, voilà, je voulais vous faire un petit constat, je dirais, un petit peu personnel, moi, de ce que je peux voir. D'abord, interdépendance entre la sphère criminelle et la société civile. Et ça, on le constate parce que la sphère criminelle, elle a besoin de la société civile. Elle a besoin de la société civile à un moment donné pour transformer ses bénéfices, ses profits en quelque chose de palpable. Et donc là, il y a une notion juridique qui intervient, évidemment. Et puis, je dirais, voilà, et la nature polycriminelle de cette délinquance, elle est réelle, avec un point commun pour moi, puisque on voit bien que l'objectif, c'est le profit, et le point commun entre toutes les formes de délinquance, au bout du bout, quand on a de la délinquance organisée, c'est le blanchiment. C'est le blanchiment, et voilà, je dirais qu'on commence à travailler dessus depuis bien longtemps. Pour moi, peut-être la première pierre, c'est la création du GAFI et le sommet de l'Arche en 89. Mais voilà, derrière, on en arrive à un dispositif qui commence à être bien pris en compte par l'ensemble des praticiens, notamment les magistrats. Je dirais, il y a 15 ans, quand on parlait de blanchiment, voilà, c'était encore une infraction pas ultra courante. Et aujourd'hui, voilà, au contraire, c'est très allant. Et cette infraction, elle nous permet d'être très offensifs sur la saisie parce qu'elle permet un certain nombre de confiscations, et notamment la confiscation élargie, voilà, qui est un petit peu qui est la confiscation un petit peu balai, mais qui nous permet de faciliter, je dirais, la démonstration, peut-être en s'affranchissant du lien entre l'infraction et la motivation de la saisie. Alors, une interdépendance pour moi, d'abord, mais aussi une porosité. Je vous le disais, porosité sphère civile, sphère criminelle, mais porosité aussi aujourd'hui de plus en plus entre les agglomérations, ville secondaire et ruralité. Vous voyez, tout ça se mélange. Et on voit aujourd'hui, par le biais aussi des nouveaux moyens de communication, hein,
ce qu'on appelle le développement de l'Ubersheet, Ubercook, qu'il n'y a plus aucune zone qui est exempte, notamment de la délinquance, voilà, avec des points de deal qui peuvent être des points de deal un peu virtuels, puisque de la même façon que vous aviez avant dans nos campagnes le boulanger ou le boucher qui faisait sa tournée, bah maintenant on a des trafiquants qui viennent faire leur tournée, leur livraison. Voilà. Moi, ce que je constate aussi, clairement, c'est l'augmentation des volumes. Ça, c'est clair. Je dirais, je me souviens, il y a 10 ans, quand on faisait 130 kilos de résine de cannabis, c'était quand même la belle affaire de l'année. Aujourd'hui, ça donne un petit article, et puis ça ne va pas plus loin. Voilà, la dernière grosse saisie qu'on a eu l'occasion de faire en partenariat avec la SR de Nantes, c'est 800 kilos de résine. Enfin, vous voyez, voilà. Je dirais aujourd'hui, on est plutôt près des saisies assez courantes de 300 kilos de cocaïne, et voilà, voire au-delà. Euh, la présence aussi de sociétés ou de commerces éphémères dans le paysage de plus en plus. Voilà. Et avec derrière tout ça la question des espèces qui est omniprésente. J'en reparlerai un petit peu tout à l'heure. Mais je dirais là aussi, c'est aussi un peu un dénominateur commun de la délinquance, hein, les espèces. Hein. Je dirais c'est un moyen bien pratique pour faire circuler de la valeur voilà, de manière un petit peu transparente. La difficulté, c'est qu'à un moment donné, il faut réintégrer ces valeurs, évidemment. Et là, il y a des circuits qui sont développés, puisque on a notamment des domaines qui ont besoin d'espèces. Euh, Ce qu'on constate aussi, pour moi, qui nous rend parfois aussi la vie difficile, hein, c'est la fluidité des communications pour la délinquance, dans la gestion des affaires, voilà, à tous les niveaux, avec des messages décryptés. Voilà, on a eu encore récemment le directeur de la messagerie Telegram. Bon, je dirais, ça, c'est encore pour nous une vraie difficulté, presque une pierre d'achoppement parfois pour réussir un petit peu à suivre ces délinquants. L'aspect, les réseaux sociaux, évidemment, faciliter les trafics. Je vous le disais tout à l'heure, avec cette ubérisation des trafics. Je parle évidemment du trafic de stupes. Ce n'est pas la seule forme de délinquance, mais c'est évidemment, elle est omniprésente. Et puis, moi, mon constat aussi, c'est l'internationalisation des flux bancaires et des affaires. Voilà, depuis le début où j'ai commencé chef de division financière, pourtant j'étais à Lille, donc il y avait quand même la Belgique qui n'était pas très loin, etc. C'était quand même moins classique. Aujourd'hui, n'importe quel petit voyou, il a des comptes qui sont à l'étranger, ou en tout cas, voilà, avec des dénominés banques. Et ça, c'est très, très facile. Hein. Euh, le décloisonnement, évidemment, je pense qu'il y est pour beaucoup hein, sur cette activité, cette dynamique délinquante, avec parfois des chefs de réseau qui voyagent comme ils voyageraient à représentant d'entreprise, parce que le lundi, il va être à Paris, le mardi, il va être le jeudi, il va prendre l'avion, il va se retrouver à Marbella, et puis en fin de semaine, il termine à Dubaï. Et ça, c'est des choses qu'on constate vraiment quand on a des têtes de réseau avec une certaine puissance financière. Hein, voilà. Donc ça, voyez, cet aspect décloisonnement, pour moi, c'est un petit peu ce qui nous marque sur ces dernières années, mais qui nous contraint aussi parce que, en termes de coopération internationale, il y a des gros efforts qui ont été faits, évidemment, la mise en place du bureau de recouvrement des avoirs et autres, mais je dirais, on ne marche pas avec tous les pays à la même vitesse. Hein. Ça, hein, on a beaucoup parlé de Dubaï, je sais qu'il y a un magistrat de liaison qui est récemment installé, je dirais, on en attend beaucoup. Et puis, l'internationalisation, elle nécessite évidemment une stratégie dans la collecte du renseignement, avec une certaine dispersion de l'information. Et ça, je dirais que c'est un peu une difficulté pour les enquêteurs pour se retrouver un petit peu dans tout cet environnement, c'est-à-dire quand est-ce que je contacte un CCPD, quand est-ce que je contacte la PIAC, quand est-ce que je contacte le réseau des officiers de liaison via DCIS H24, quand est-ce que j'envoie un message Siena à Europol, enfin, vous voyez. Donc, l'idée, c'est d'être agile, mais malgré tout, on n'a pas qu'un seul circuit de recherche d'informations, notamment quand il s'agit d'aller faire de la détection des biens à l'international. Et ça, je dirais, c'est voilà, c'est aussi une dimension qu'il faut prendre en compte.
Alors voilà, bon, je vous ai dit, je vous ai mis quelques images. Fabrice m'avait dit, voilà, sois concret. Et alors, il n'y a pas de copyright sur les images, mais c'est toutes des images réelles, voilà, que j'ai prises personnellement, essayer d'anonymiser. Voilà, alors, les conditionnements variés selon la marchandise, bah, oui, parce que en termes de logistique, je dirais que les délinquants sont particulièrement habiles. Ils testent parfois, ils font des expérimentations, et quand ça marche, voilà, ils envoient du volume. Voilà, alors quelques petits exemples concrets. Donc, ça peut aller de la cachette pour des cachets d'ecstasy, voilà, qui sont cachés dans un véhicule. Ça, je crois que c'est un Scénic. Vous voyez, c'est un peu le véhicule de papa. Bon, là, ça passe pour un véhicule ultra rapide. Les envois de colis postaux pour alimenter les points de deal. Voilà, avec le chef du point de deal qui reçoit régulièrement des envois de colis postaux avec c'est de la cocaïne, ça peut être d'autres choses, de la résine. Et donc, l'idée, en fait, aujourd'hui, c'est qu'on fera peut-être moins de saisies spectaculaires, peut-être pas en mer, mais on voit que les réseaux s'organisent pour travailler en flux continu. Voilà. Ce que savent faire les supermarchés classiques, travailler avec peu de stock, eh ben, on voit que quand on étudie la gestion des points de deal, les plus gros points de deal, en tout cas moi sur la zone ouest, notamment les Nantais, clairement, ça arrive vraiment en flux continu. Autre mode, voilà, les fameuses valises marocaines. Voilà, ben ça, c'était dans la cabine d'un camion, hein, interpellé par la BRI. Donc voilà, ça, c'est un autre mode de conditionnement. Et là, il doit y avoir autour de 150 kilos. Alors, comme vous pouvez le voir aussi sur ces marchandises, elles sont généralement estampillées. Eh ben, ça a l'avantage aussi de pouvoir suivre, hein, et on suit de bout en bout un petit peu le suivi de cette marchandise. Alors après, évidemment, je dirais qu'on se fait plaisir avec les appellations, hein. Voilà, là aussi, il n'y a pas de copie. Alors, parler aussi de la présence des armes, l'omniprésence, bah, je dirais oui, ça c'est vraiment la réalité. Moi, on ne fait pas une perquisition dans le domaine des stupéfiants à certains niveaux sans présence d'armes. Et ça, c'est toutes des armes qu'on peut avoir sur des perquisitions où j'ai pu participer. Ah, il y a un peu de tout, je dirais. Mais généralement, le trafiquant, vous voyez, il a une arme de poing pas très loin de lui. Voilà, ça c'est clair. Parce que c'est évidemment un métier où on gagne de l'argent, mais c'est quand même un métier où il y a de la concurrence forte. Et puis, voilà, souvent, je dirais, au niveau des affaires, parfois c'est réglo, mais pas toujours. Il y a toujours des petits points de tension parce qu'il y a des saisies de marchandises. Et quand celui qui se fait saisir la marchandise, on le met à l'amende, hein, donc ça veut dire qu'on crée une dette, hein, voilà, clairement. Et ensuite, il faut qu'il rembourse. Donc, quelque part, on crée un lien avec le trafiquant et celui qui est dans le réseau, il n'en sort plus, hein. Euh, et puis, ce qu'on constate aussi, c'est que toute cette filière de marchandises, on paye une petite partie à la commande, une partie une fois que la marchandise est mise en route, à l'arrivée, et une partie une fois qu'on a vendu la marchandise. Donc, vous voyez, c'est vraiment les codes qu'on va rencontrer dans la grande distribution ou le commerce, quoi, hein, alors, bon, je dirais que au quotidien, on a une approche collective. Et ça, c'est important parce que quand on travaille sur une certaine strate, eh ben, vous voyez, tous les spécialistes viennent un petit peu s'assembler. Là aussi, donc quelques éléments. C'est évidemment les BRI ou le GIGN avec les antennes qui ont été déployées, ou avec l'UPN sur les interpellations. On voit une interpellation qui a été un petit peu musclée. Bon, évidemment, voilà, hein, ça, c'est pas forcément faire. C'est aussi chaque fois qu'il faut rentrer sur des zones, c'est des quartiers sensibles, mais c'est les implantations de gens du voyage. Alors, aujourd'hui, on n'y va pas sans une force mobile, hein, sinon, je dirais, on reste pas longtemps, et en tout cas, on ne fait pas ce qu'on veut. Parce que, voilà, quand on commence à repartir avec les voitures, les caravanes, etc., ça commence un petit peu à être tendu. L'ambiance change rapidement. Et on a aussi besoin de la société civile pour nous aider parce que techniquement, que ce soit pour organiser du déménagement, pour véhiculer, etc. Parfois, c'est de plus en plus difficile de trouver des professionnels qui veulent travailler avec nous. D'abord parce qu'il faut faire de l'administratif avec la justice, mais bon, ça s'arrange. Mais par contre, pour eux, je dirais, c'est derrière, ils subissent la pression des délinquants qui viennent les revoir et ils disent, bon, voilà, là, on sait que c'est chez toi, etc. Quand ils ne mettent pas le feu au hangar, et
Ça nous est arrivé récemment sur la zone ouest. Il y a un hangar qui a pris le feu, il y avait un Zodiac qu'on avait saisi. Ben voilà, pour la Grasque, ça ne sera pas une bonne affaire, il ne sera plus grand-chose. Et puis la présence aussi, la dynamique, je dirais, de coopération internationale, c'est évidemment Europol. Voilà, je pense à eux et notamment au groupe là, qui s'occupe du recouvrement des avoirs, qui nous finance d'abord, hein, ça c'est important, assez souvent. Et là, on voit, c'était la police espagnole qui est venue sur une affaire de proxénétisme, un couple franco-colombien en Vendée. Alors, parler des commerces quand même, je vous le disais en introduction, on voit qu'il y a vraiment une offensive, quelque part, la délinquance, la grande délinquance, mais je dirais, qu'est-ce que c'est la grande délinquance? Même la délinquance moyenne, sur le commerce. Alors, d'abord, il y a deux aspects. Ça peut être soit l'aspect un peu blanchiment, mais on voit quand même rarement ça, c'est-à-dire l'intégration d'espèces dans des commerces. Et derrière, on paye des impôts dessus, et puis voilà, on s'achète une notoriété. Moi, je dirais que globalement, voilà, on essaie de faire vivoter le truc avec des comptables qui font bien leur job, c'est-à-dire qui vont faire la comptabilité à partir des comptes bancaires et pas à partir forcément euh, des factures et des commandes. Donc voilà. Et donc, pour certains délinquants, moi j'ai remarqué, c'est aussi une forme de notabilisation d'avoir des commerces. Hein, parce que quand on est voilà, trafiquant, on nous connaît un petit peu dans la cité, mais on a son kebab, sa pizzeria, etc. Vous voyez, ça donne aussi de la valeur. Il ne faut jamais l'oublier. Hein, et je pense que c'est très présent, peut-être plus sur la mafia italienne, cet aspect de notabilisation, mais il ne faut pas croire qu'en France, on est exempt. Et puis, c'est aussi un modèle économique. Et on le voit aujourd'hui avec ce développement. Alors, la restauration rapide, on connaît, mais je dirais qu'ils sont en train de passer à autre chose, notamment le développement exponentiel des barbeurs. Voilà, et là où bah, tout se passe en espèces, hein, j'ai pris une petite photo, j'ai trouvé ça rigolo. La maison n'accepte pas les paiements en carte bancaire. Vous voyez, donc ça laisse bien expliquer. Tout se passe en espèces. Et puis, on ne paye pas grand-chose. L'argent qui est versé sur les comptes, généralement, ça sert à payer le loyer et guère plus. Voilà, évidemment, les espèces, bah, on en trouve partout, à chaque fois qu'on fait des trafics, quels qu'ils soient. Alors, je vous ai mis là une petite photo juste en bas. On voit ça tient dans un sac, dans un cabas ou deux. Bon, bah, là-dedans, il y a 800 000 euros. Donc, vous voyez ce que ça pèse. Hein, c'est pas très lourd. Hein. Alors, moi, je vous parle aussi des espèces parce que j'appelle ça un peu la boucle des espèces. Voilà. La boucle des espèces, c'est quoi? Ce qu'on trouve beaucoup dans les différentes enquêtes, on a de belles enquêtes dessus. C'est d'abord majoritairement, on paye quand même pas encore trop en son contact, on passe peut-être à côté. Le consommateur généralement négocie son stupéfiant sur le point de deal en espèces. Voilà. Et derrière, ces espèces, eh ben, ils sont réintégrés. Beaucoup d'abord de voyages avec des collecteurs qui montent ça en région parisienne, mais pas toujours. Ça peut être aussi intégré alors, via des intermédiaires comme des comptables, par exemple, qui vont organiser une compensation avec des virements qui vont être faits sur des sociétés appartenant aux délinquants, ou même ça peut être des services qu'on peut rendre, par exemple, de construire une maison ou une partie de maison. Et le BTP, qui est quand même relativement présent dans le recyclage des espèces, il ne faut pas se le cacher, puisque ça permet de payer évidemment les ouvriers sur les chantiers. Pas tous, mais une partie. Voilà, j'accélère un petit peu. L'importance des partenariats, bah, pour moi, c'est fondamental. Je vous en ai mis quelques-uns. Euh, voilà, je vous en ai mis quelques-uns, évidemment, les acteurs du quotidien, les banques. Alors, les banques, c'est 95% des déclarations de soupçons, hein, à chaque fin. C'est un partenaire essentiel pour nous, on l'interroge systématiquement. Et ils viennent vraiment construire une banque de données qui est quand même intéressante et je dirais, voilà, on l'exploite au quotidien. Et évidemment, je suis obligé d'avoir un petit mot pour les autres acteurs, les organismes sociaux et fiscaux, euh, bah parce que, je dirais, d'abord, beaucoup d'informations, mais on leur en communique aussi beaucoup, énormément. Et c'est cette approche globale que je disais, avec un changement culturel. Je dirais, il y a encore 10 ans, j'avais tenté d'aller voir la CAF où j'étais. Bon, voilà, c'était un petit peu. On n'imaginait pas d'avoir quelqu'un de la CAF, un agent de la CAF dans un GIR.
Et aujourd'hui, vous voyez, ça fait un an, à peu près un an et demi, qu'au GIR de Nantes, c'est quelqu'un de la CAF. Donc, voilà, ça montre qu'on fait vraiment un petit peu qu'on avance. Les assistants de justice, voilà, je ne serai pas trop long là-dessus, mais en matière de vente de ce qui est saisi, je dirais que c'est important. Fabrice, il me reste combien de minutes, c'est ça? Deux. Deux. Voilà. Bon, alors, l'appétence pour les objets de luxe, bah, parce que voilà, quand on est voyou, on aime bien le cibri, voilà, systématiquement, et c'est encore vrai. Là aussi, je pense qu'il y a peut-être un effort de formation à faire vis-à-vis des assujettis. Je pense notamment aux grandes maisons qui vendent des objets de luxe, hein, parce que on trouve souvent les factures en espèces. Il y a comme pas beaucoup de questions qui sont posées. Les véhicules, là aussi, c'est un marqueur de richesse, évidemment, même si aujourd'hui, il n'y a plus aucun véhicule qui est au nom des délinquants. Il y a des stratégies de contournement. Voilà. Euh, vous parlez aussi de l'intérêt pour la pierre, parce que malgré tout, l'intérêt pour la pierre, moi je remarque, il n'y a pas un seul grand délinquant qui, à un moment donné, n'investit pas. Il a envie, comme tout le monde, à un moment donné, d'investir un petit peu ses arrières, etc. Et la pierre, quelque part, il va y passer. Alors, ça peut être en France, mais c'est quand même de plus en plus compliqué. Là, j'ai mis deux photos de villa avec piscine, dont un aussi qui était, je me souviens, on était en perquiche chez lui, il était 2 heures du matin, il n'avait pas fini sa piscine. Bon, il la finira jamais. Malheureusement, voilà, une petite pensée pour lui ce soir. Mais voilà, et sur la dynamique immobilière, c'est quand même une réalité. Euh, voilà, donc j'en termine simplement. Et voilà, pour dire deux choses. D'abord, euh, je pense qu'il faut qu'on renverse le rapport de force avec les voyous. Renverser le rapport de force avec les voyous, c'est peut-être effectivement aller sur cette dynamique, encore plus, peut-être de la présomption, parce qu'on n'arrive jamais à reconstituer tous les morceaux du puzzle, c'est pas pareil, c'est pas possible, mais lorsqu'on a comme un faisceau de présomption assez solide, je pense qu'il faut y aller. Et puis,